Merci. Chères Françaises et chers Français, mes chers compatriotes de métropole et des Outre-mer, mes chers amis, chère Hermeline, cher Michael, chère Valérie, cher Olivier, chère Carole, vous venez de parler, vous êtes là au nom de tous ceux qui nous accompagnent, très nombreux, vous êtes chaleureux, vous êtes généreux. Je veux vous dire un immense merci. Merci aussi à ceux qui ne sont pas venus que d'Occitanie. Je pense à Patrick Caner, qui était il y a quelque temps avec nous aussi dans le Nord. Merci à vous tous. Vous êtes là parce que vous êtes ce peuple de gauche qui retrouve l'espoir et l'enthousiasme. Vous êtes là parce que vous êtes ce peuple du progrès, de la fraternité. Vous croyez aux valeurs de la République. Vous croyez à la liberté qui est notre idéal. Vous croyez à la justice, à l'égalité, sans lesquelles la liberté manque son but. Vous croyez à notre héritage, qui est celui du progrès, des conquêtes sociales. Vous croyez à notre avenir, celui des nouvelles batailles pour l'émancipation, celui du mouvement, celui d'une France redressée, protectrice, réparée et réconciliée avec elle-même, c'est-à-dire à cette France que nous voulons et que nous allons ensemble construire. Voilà le sens de ma candidature à la présidence de la République. Nous ne pouvons accepter un deuxième quinquennat d'amertume et de division. La France est trop fracturée, elle est trop en colère. Il y a trop de mépris, il y a trop d'arrogance, il y a trop d'injustice. Je suis la candidate d'une colère que je veux transformer en espoir. Tel est mon message aujourd'hui à Perpignan, ici. Je veux une France juste, parce que réunie, une France réunie, parce que juste. Mes amis, l'union, l'histoire le montre, c'est ce qui fait la gauche. Cette grande République qui agit. Je l'ai dit mercredi et je veux le répéter aujourd'hui devant vous. À 4 mois du scrutin, comment ne pas entendre les Françaises et les Français qui nous appellent à l'union ? Comment ne pas entendre le désespoir, l'angoisse de celles et ceux qui ne peuvent se résoudre à un débat politique confisqué par 2 candidats d'extrême droite et 2 candidats de droite? Alors, parce que sans union, il n'y a pas de destin pour la gauche. Mais sans la gauche, ce n'est plus la France, ce n'est plus la démocratie. Alors, nous allons tout tenter pour réaliser cette union, tout tenter. J'ai pris ma responsabilité. J'ai proposé publiquement, sincèrement, le seul chemin qui permette de se rassembler aujourd'hui, celui de la primaire avant le premier tour. Il nous reste le temps de débattre fraternellement, bien sûr, devant les citoyens, de nous soumettre à leur verdict et de l'accepter, c'est la démocratie, car là où les appareils politiques n'ont pas réussi, seuls les citoyens peuvent aujourd'hui nous rassembler. Et c'est le sens du mouvement lancé par de jeunes militants de bonne volonté, ceux de la primaire populaire. Ils ont déjà recueilli presque 300 000 signatures. Mais surtout, c'est une jeunesse qui espère en la gauche, qui croit en notre idéal et qui n'attend qu'une chose, que le drapeau de l'avenir soit relevé. Nous avons
vis-à-vis de ces jeunes qui désespèrent, une responsabilité. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, pour moi c'est une obsession. Ce message, je l'ai entendu, nous l'avons entendu. Je vous le dis, la division, c'est la résignation, c'est l'impuissance, c'est l'abstention. Alors, réveillez-vous. Mesurez le danger qui nous guette. Si rien n'est fait, si personne ne réagit, si nous fermons les yeux, alors nous aurons à nouveau un quinquennat, Macron ou Pécresse, qui divisera encore plus le pays, qui accentuera les injustices et les inégalités. Et dans un cauchemar ultime, une victoire de l'extrême droite qui reléguerait la France au rang des petits pays xénophobes et racistes. Nous le savons, ce serait une déchéance. Alors non, on dira, elle cherche l'union, mais elle rêve. Eh bien, oui, je rêve. Je rêve d'une gauche républicaine, d'une gauche populaire qui change la vie, une gauche écologique qui se hisse à la hauteur de sa mission historique. Et c'est d'abord parce que je porte ce rêve que j'ai pris aussi la décision d'agir pour sortir du cauchemar qui nous guette. Alors mes amis, inspirons-nous de Jaurès, ayons le courage d'aller à l'idéal en comprenant le réel. Alors je dis à mes partenaires de la gauche et de l'écologie, écoutez la jeunesse, écoutez cette génération qui ne peut plus attendre et qui devra affronter les défis du siècle. Cette jeunesse qui veut à la fois la justice et le respect de la planète. Écoutez aussi, écoutez la souffrance sociale, elle s'exprime partout dans le pays. Écoutez-la, je ne me résignerai pas et de toutes mes forces, je défends avec vous nos idées, celles d'une gauche républicaine, social-démocrate, écologique, qui agit pour changer la vie. Cette gauche qui rassemblera la France pour gouverner, je le sais mes amis, nos convictions, vos convictions sont plus fortes que l'air du temps. Nos idées, elles l'emportent sur les préjugés. Notre idéal et notre courage ne sont pas rebutés par l'intense campagne menée contre nous. Et comme moi, quoi qu'il arrive, vous gardez l'espérance. Alors oui, mes chers compatriotes, nous, la gauche, cette gauche qu'on voudrait effacer, nous sommes les héritiers d'une force irrésistible et vivante, d'un mouvement historique, d'un mouvement né des injustices et des inégalités, d'un régime social qui est toujours en place. Alors je vous le dis, oui, il est vivant cet héritage, parce qu'il est né de ces luttes qui brûlent encore dans notre mémoire. Cet héritage fait la France, au-delà de la gauche. C'est l'histoire de notre pays. Ceux qui rejettent cet héritage, nous les connaissons. Ils composent cette conjuration des conservatismes et des intérêts qui contrôlent la majorité des médias, qui veut chasser la gauche comme un mauvais rêve. D'ailleurs, s'ils se sont toujours acharnés à nous dénigrer, et encore plus aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils nous craignent toujours. Alors oui, parce que nous avons affaire à des apprentis sorciers qui valorisent la radicalité à dessein, qui se servent des extrêmes comme d'un épouvantail. Oui, nous sommes là, les adversaires véritables de ces conservatismes, de cette France de la haine. Ils sont ici, dans cette salle. Nous sommes les militants de la gauche républicaine, celle qui fait les réformes,
des réformes qui les paniquent, parce que nous sommes la gauche qui défend les travailleurs, celle qui conquiert de nouveaux droits dont ces puissants ne veulent à aucun prix, qui défend les femmes, qui agit pour l'égalité, la parité, le mariage pour tous, celle qui a mené les grandes réformes sociales, les congés payés, les droits syndicaux, l'abolition de la peine de mort, la libération de l'audiovisuel, le revenu minimum, les 35 heures, la retraite à 60 ans. Oui. Nous sommes cette gauche qui change la vie ici et maintenant. Cette gauche-là, mes amis, c'est la nôtre. Celle qui ne veut pas seulement rêver des lendemains qui chantent. Celle qui sait que les plus fragiles, les plus démunis ne peuvent attendre davantage que cela change. Celle qui demain fera voter les lois sur le droit de mourir dans la dignité, sur les nouvelles protections sociales ou sur l'égalité réelle, enfin, entre les femmes et les hommes au travail, dans les salaires. Mes amis, au fond, vous êtes comme moi et je suis comme vous. Vous le savez, je suis une fille du peuple, venue d'ailleurs, mais qui a choisi la France, dont les grands-parents furent réfugiés. Je n'oublie pas mes origines. Je suis une fille de la République française, une fille qui n'avait rien, mais à qui l'école laïque, cette école que la gauche a donnée à la France, cette école a tout offert. Une fille qui a formé sa conscience en lisant Voltaire, Hugo, Zola, Camus, Colette, Beauvoir, mais aussi, bien sûr, Léon Blum, l'un de nos grands maîtres, élu de cette belle région, préoccupé de l'émancipation des ouvriers et impatient de libérer les femmes. Sachez-le, je l'ai appris dès l'enfance. Rien ne nous sera donné. Rien ne nous sera passé. Rien ne nous sera épargné. Et dans cette situation, je n'ai qu'un simple mot d'ordre à partager avec vous, parce que nous l'avons en partage, le courage. Ils nous critiquent, ils nous dénigrent, ils pensent nous intimider. C'est mal nous connaître. Le courage qui est le mien, il est aussi le vôtre. Et ensemble, forts de nos convictions, sûrs de notre idéal, nous l'emporterons, mes camarades et mes amis. Je viens, disent-ils, dans un fief de l'extrême droite, dans un milieu hostile, dans une ville vouée au repli. Mais mes amis, nous le savons, il n'y a pas de fief en France, il n'y a pas de chasse gardée, pas de terre interdite, il n'y a qu'une république, cette république que nous défendons. Une partie des électeurs de Perpignan n'a pas voté pour l'extrême droite, il faut le rappeler. Ils se sont même battus. Aux autres, je veux dire ceci. Je respecte la démocratie et je ne viens pas ici pour faire la leçon. Je viens pour débattre, pour convaincre. Je viens pour porter la voix d'une gauche qui n'a pas peur de s'affirmer et de combattre, c'est-à-dire d'argumenter contre ces choix délétères et d'agir pour la justice et l'égalité. Et c'est cela, la France réunie. Une France où les opinions sont libres, où les différences s'expriment
non pas par l'injure, mais en respectant celles et ceux qui ne pensent pas comme nous. Et à la vérité, dans cette région de travail, d'histoire, de combat, de fière tradition, je viens surtout parler de la France. Cette France qu'un discours nationaliste et crépusculaire caricature à loisir. Non, la France n'est pas cette nation recroquevillée, tétanisée, allergique aux autres, dont les candidats de l'intolérance se réclament aujourd'hui. Ces oiseaux de mauvais augure, ces prophètes de malheur, ces marchands de haine, je ne les laisserai pas s'accaparer la France. Je ne les laisserai pas l'entraîner au fond de leurs fantasmes morbides, l'étouffer sous leur peur et leur lâcheté. Car la France, en fait, elle est tout ce qu'ils détestent. C'est un pays de tolérance, ouvert au monde, un pays dans lequel résonnent les valeurs de l'Europe. La France, c'est aussi une flamme qui brille pour tous les opprimés sur tous les continents. Et cette flamme, il faut l'entretenir. Et qui le sait mieux que les habitants de cette région? Chère Carole, chère Hermeline, cette région de mélange, d'ouverture, de glorieuse lutte sociale, cette région, vous l'avez dit avant moi, où flotte encore le souvenir de cette grande révolte paysanne de 1907, soutenue par Jaurès. Je n'oublie pas Marcellin Albert, ce grand orateur de la terre. Je n'oublie pas le souvenir des viticulteurs écrasés par un marché sans loi, les premières lois d'organisation de la culture et de la vigne qui annonçaient la régulation moderne et le souci sans doute bien avant la lettre d'une agriculture plus saine, plus respectueuse de la terre, qu'on dirait aujourd'hui écologique. Nous sommes ici, à Perpignan, dans un vieux pays de travail, de lutte, d'indépendance et de fierté, héritière d'une culture multiple, plurielle, qui fut dans le cours du temps romaine, wisigoth, chrétienne, arabe, aragonaise, occitane, catalane, un pays de langues diverses, le français, le catalan et l'occitan qu'il nous faut protéger aussi, bien sûr. Et par cette histoire riche et multiple, par la volonté de son peuple et par ses valeurs, par son idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, nous sommes ici, à 2 pas de l'Espagne, au cœur de la France, au cœur de l'Europe. Et la France, c'est une terre, mais la France, c'est surtout un idéal. Notre France, c'est celle des Lumières, celle des grandes déclarations des droits humains. Notre France, c'est celle des grands républicains, de l'école laïque, des lois sociales, des justes de l'affaire Dreyfus, des femmes aussi qui ont revendiqué leurs droits, Olympe de Gouges, Georges Sand, Hubertine Auclair, Marie Curie, Lucie Aubrac, Simone Veil, Gisèle Halimi et Joséphine Baker, et bien d'autres encore. Notre France, c'est celle des clairvoyants qui ont dénoncé le colonialisme, René Maran, Albert Londres, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Maurice Audin. Notre France, c'est celle des militants de la justice sociale, de la patrie indépendante, du Front populaire, de la résistance, des justes devant la nation, mais aussi de la décolonisation et de l'égalité. Notre France, ce n'est pas un petit pays rabougri dont on nous vanterait le récit falsifié d'une histoire de faussaires qui en sont à trouver des excuses à Pétain. Ceux-là, ce sont les ennemis des Lumières, les adversaires de la raison, les déserteurs de la République. Alors pour eux,
les femmes et les hommes venus d'ailleurs, qui seraient prisonniers de leurs origines, seraient enfermés dans leur identité, assignés à résidence dans leur communauté. Mais, mes amis, ici, nous sommes si nombreux à être la preuve du contraire. Ce langage des années 30 qui honnissait l'étranger, qui exaltait la haine des Juifs, il l'applique aujourd'hui à qui? Aux musulmans, dans une vision séparatiste, essentialiste, communautariste, et en diabolisant l'islam. Ils ne font que se répéter. Ils se réclament du général de Gaulle. Mais quelle usurpation! L'homme de Londres voulait un grand pays qui fasse retentir partout son idéal. Alors, mes amis, la mémoire doit nous réunir, nous rassembler, unifier un peuple avec ses origines multiples. Et pour y parvenir, cette mémoire, appuyée bien sûr sur l'œuvre des historiens, cette mémoire doit être juste et lucide. Unir la France, c'est dire que tous les enfants de France, d'ici et d'ailleurs, et qui deviendront des citoyens et des citoyennes à égalité de droits et de dignité, devront s'y reconnaître. Mes amis, l'histoire nous a enseigné la démocratie, l'état de droit, la tolérance, la laïcité, la paix, la liberté sont des conquêtes fragiles. Ce sont des institutions frêles, des acquis toujours menacés par les puissances obscures de la peur et de la haine. Alors nous avons un devoir de vigilance, un impératif de mobilisation. Je veux, avec vous, mes amis, réunifier la République qu'on a changée en archipel des méfiances et des ressentiments. Je suis la candidate de l'unité dans la justice. Je suis la candidate de la concorde. Je suis la candidate de la réconciliation de la France avec elle-même et de l'apaisement d'une France divisée. Alors oui, pour toutes ces raisons, je viens ici, à Perpignan, lancer un appel à l'unité de la France. Ici, à Perpignan, je ne peux pas laisser les menteurs de la régression se pavaner sans réagir. Non, cette France qui recule n'est pas la nôtre. Non, cette nation confite dans une nostalgie agressive n'est pas la nôtre. Non, cette France au passé falsifié n'est pas la nôtre. Je ne laisserai pas désigner nos compatriotes musulmans comme les boucs émissaires de la crise française. Je ne laisserai pas s'imposer cette soi-disant préférence nationale qui, en fait, est une autre définition du racisme. Je ne laisserai pas détruire le droit du sol, ce droit qui est un puissant moyen d'intégration. Je ne laisserai pas ces forces obscures abîmer notre Constitution qui garantit notre liberté. Je ne les laisserai pas faire de la France la honte de l'Europe. Et sur cette terre qui chante au vent d'Espagne, avec cet accent qui est celui de la liberté, je vous le dis avec toute mon âme, no pasarán.
ce combat décisif et quelle belle énergie ici. Nous le savons, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La droite, représentée par Valérie Pécresse, a déjà baissé pavillon. Quant à Emmanuel Macron, il restera celui qui a profondément fracturé le pays quand on jugera son bilan. Mes amis, l'extrême droite, elle prolifère sur le terreau des découragements, de la crise de confiance profonde envers la politique. Pour lutter, encore faut-il écouter le pays qui souffre, ce pays qui exprime sa colère, ce pays qui se cabre devant l'injustice. Encore faut-il que la gauche, qui reste l'espoir de la nation, retrouve son lien historique avec les oubliés, les invisibles, les classes moyennes, les catégories populaires. Il faut que la République redevienne ce bien commun et la source de l'idéal pour le peuple. C'est le sens de ma candidature. Je veux renouer nos liens historiques avec les catégories populaires et les classes moyennes, avec celles et ceux qui assurent l'essentiel, avec le monde du travail, avec le monde des ouvriers, des employés, des ingénieurs, des professeurs, des créateurs, des soignants, des policiers, les fonctionnaires. En fait, ce sont souvent des femmes. Et ça, je ne l'oublie pas non plus. Je veux la France du respect, car la France est grande lorsqu'elle est juste. Le génie de la France est là, dans la force de notre collectif. Alors je propose un chemin. Réunir la France dans la justice, c'est d'abord rendre justice aux travailleuses et aux travailleurs. J'ai mis en tête de notre projet la revalorisation du travail, parce que c'est le travail qui crée la dignité du travailleur, qui lui donne sa perspective, sa chance, sa possibilité de choisir sa vie. C'est le travail qui relie à la société, qui donne sa fierté, qui donne l'estime de soi et des siens. Et pour rendre au travail sa valeur, il doit être soumis à des règles, à des lois qui protègent, qui lui donnent un sens, comme il doit donner droit à une juste rémunération. Le travail ne doit abîmer ni les corps, ni les âmes. Et la gauche, il faut le réaffirmer fort, c'est le parti du travail, de sa juste rémunération, de la conquête des droits, des libertés pour les salariés. C'est cela, la gauche. Et réunir la France dans la justice, c'est protéger aussi les acquis sociaux, les porter plus loin. C'est faire vivre un service public parce qu'il est le ciment de la nation. Je serai cette présidente qui rendra, qui redonnera aux Français les protections sociales et les services publics qui ont été tant affaiblis ces 5 dernières années. Oui, mes amis, cette école de la République, laïque, gratuite, que nous pensions la meilleure du monde et qui n'a pas été soutenue, je la relèverai. Et l'hôpital public, un bien commun qui souffre tant, je le soutiendrai. Et les retraites. Je savais que ça allait vous intéresser parce qu'on me parle beaucoup de cela partout en France. On en parle un peu moins sur les plateaux de télévision. Les retraites, pour la gauche et pour les Français, disons-le, c'est ce droit fondamental au repos après une vie de travail. Et je garantirai ce droit au repos. Je sais, tu l'as dit, Carole, que 25% des plus pauvres meurent avant 62 ans. Je ne me résignerai jamais
à ce que les plus pauvres soient condamnés à mourir avant d'accéder à ce droit. Et donc, c'est à partir de ces situations indignes de notre pays, je pense à la retraite des agriculteurs, des travailleurs pauvres, des femmes, de toutes celles et ceux qui ont travaillé dur dans des conditions difficiles, c'est à partir d'eux que je porterai, avec les partenaires sociaux, la future réforme des retraites. Nous le savons, l'avenir des retraites est un des grands enjeux de cette élection. Parce qu'en face, c'est le concours affligeant. À qui fixera la barre la plus haute? 64, non, 65, ah mais non, 67. Mais rien ne les arrête quand il s'agit de faire trinquer ceux qui triment déjà toute leur vie. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse a déjà inventé un comité pour cette destruction brutale de ce fondement de notre protection sociale. Elle a appelé cela le comité de la hache. Alors, évidemment que repousser le départ de l'âge de la retraite est la plus injuste des décisions quand elle frappe les plus fragiles. C'est faire payer le prix fort à ceux qui ont commencé le plus tôt, à ceux qui ont eu des parcours professionnels les plus hachés par les crises. C'est imposer une double peine aux femmes qui subissent déjà un salaire amputé d'un quart. Alors je vous le dis, Présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite. C'est le serment de Perpignan. Je confierai ma méthode. Je confierai aux partenaires sociaux la responsabilité d'une négociation pour garantir ces régimes de retraite avec un mandat clair, maintien de l'âge de départ à 62 ans, garantie d'un bon niveau de retraite, droit à un départ anticipé pour ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte et bien sûr prise en compte de la pénibilité. Et pour conforter financièrement nos régimes de retraite, je les inviterai à trouver les ressources dans le droit à l'emploi des seniors dont un tiers des 55-62 ans sont privés. Nous trouverons des ressources dans l'augmentation généralisée des salaires et aussi dans une lutte implacable contre la fraude et l'optimisation fiscale dont sont aussi victimes nos régimes sociaux. La loi qui fixe le cap, la négociation qui construit les solutions qui unissent, c'est comme cela que la social-démocratie a construit les fondements sociaux de la France et c'est ainsi que nous continuerons ensemble à faire avancer le progrès social. Mes amis, mon quinquennat s'ouvrira aussi par des mesures claires et nettes de pouvoir d'achat, par la hausse des salaires, en commençant par une augmentation du SMIC à 15%, comme vient de l'engager l'Espagne avec Pedro Sanchez, et comme l'engagera demain, tu l'as dit Valérie, très justement, Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand. Mon quinquennat s'engagera simultanément dans la négociation sociale dans toutes les branches. Il aura un objectif particulier qui nous mobilisera, je le redis, la fin des écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Dans ces négociations, il ne s'agira pas seulement d'argent, mais aussi de démocratie sociale. Nous élargirons le pouvoir des salariés dans l'entreprise. Nous leur donnerons la place que méritent ceux qui font tourner la boutique, ceux qui assurent la protection, la production, ceux qui créent la prospérité commune. Je veux une gauche du peuple et donc une gauche du peuple travailleur. Réunir la France dans la justice, c'est répondre au peuple, à ses attentes, à ses inquiétudes. C'est donc aussi assurer la sécurité des Françaises et des Français qui s'inquiètent de la sécurité dans notre pays. C'est un fait. La raison en est simple. Les principales victimes de la délinquance sont les plus défavorisés. Ils sont toujours les premiers menacés. Alors, la gauche républicaine qui est la nôtre fera de la sécurité une priorité nationale. Nous ne pouvons tolérer la montée continue des agressions contre les personnes, ni la mise en coupe réglée de quartiers entiers. Par qui? Par des mafias de la drogue. Réunir la France dans la justice, c'est s'assurer que la loi républicaine s'applique à tous, sur tout le territoire. C'est garantir la sécurité du quotidien, c'est assurer l'exemplarité des forces de police et de gendarmerie, autant que leur propre sécurité et le respect de leur autorité. C'est garantir la qualité des relations police-justice grâce à un engagement constant et déterminé, très loin des fièvres médiatiques, très loin des solutions expéditives formulées par une droite qui court après l'extrême droite au mépris des libertés garanties dans notre Constitution. Alors, mes amis, je vous le dis, nous préférerons toujours une sécurité républicaine à une république sécuritaire. Il faut renforcer les effectifs, les moyens policiers, il faut accroître le nombre de juges et de greffiers pour que la justice puisse enfin passer dans des délais acceptables et mettre en rapport le délit et la sanction. Il faut accompagner cette politique policière et judiciaire de l'action sociale, sans laquelle on ne traiterait pas le mal à la racine. Et dans chaque quartier, dans chaque commune, le monde associatif doit pouvoir travailler étroitement dans la confiance avec les représentants du service public, les élus, les maires, pour mettre en œuvre une politique de prévention digne de ce nom. C'est ce que nous ferons. Mes amis, réunir la France dans la justice, c'est aussi proposer une politique d'immigration humaine, cohérente et ferme. Pour obtenir la meilleure intégration, nous devons améliorer l'accueil des étrangers en maîtrisant les flux migratoires, en offrant toutes les garanties de droit et de dignité. Mieux accueillir, mieux intégrer, mieux reconduire, tels sont nos 3 objectifs. Et je le dis tout net, la France respectera ses propres principes en admettant sur son sol les étudiants, les candidats légitimes au regroupement familial, les réfugiés qui sont persécutés dans leur propre pays, ou encore ces travailleurs indispensables à notre économie. Qu'on ne compte pas sur nous pour renier les principes de la France qui datent de la Révolution. Nous ne pouvons tolérer, mes amis, que la Méditerranée et la Manche se transforment en cimetière pour ces centaines de réfugiés venus en Europe pour trouver un refuge, un avenir et la paix.
Cet espoir, nous, la gauche républicaine et humaniste, nous y répondrons et dès mon élection, j'engagerai une discussion dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, une discussion en vue d'une répartition équilibrée des réfugiés entre les différents pays et notamment avec ce groupe de pays européens plus volontaires que les autres. En France, la délivrance des titres de séjour doit être humanisée, améliorée, simplifiée, accélérée, y compris s'agissant des recours devant la justice, de manière à réduire, bien sûr, l'attente de ces femmes et de ces hommes sans statut. Et à cet égard, je vous le dis ici, à Perpignan, les personnes sans papier établies en France depuis un long délai, disposant d'un travail et d'un logement, seront régularisées. Et une fois la décision prononcée, ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent être reconduits chez eux. Nous renégocierons avec les pays d'origine les conditions de leur rapatriement. Clarifiée, cette politique doit être doublée d'une lutte active contre les passeurs, les réseaux, ces profiteurs de misère et bien sûr d'une aide au développement accru en faveur des pays de l'émigration. Réunir la France dans la justice, c'est aussi une politique volontariste d'intégration par l'école, comme j'ai pu en bénéficier, par la formation, par l'action sociale, par l'action associative, par la culture, par le travail, mais aussi, mes amis, par le droit de vote aux élections locales. La France est riche de ses différences à une condition. Tous doivent être formés au respect des valeurs républicaines. Et la France restera ainsi le creuset qu'elle a toujours été, au sein d'un peuple divers, mais uni par une culture et par une langue commune. Réunir la France dans la justice, c'est défendre sans concession la laïcité. Plus que jamais, nous souscrivons aux principes universels qui fondent notre République. Plus que jamais, la laïcité, c'est la base de la concorde nationale. La liberté de conscience et de culte a pour corollaire la neutralité d'un État laïque et d'une école qui bannit tout prosélytisme religieux ou partisan. La laïcité, elle garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi de combattre les intégrismes. La laïcité, elle protège nos libertés. Et les atteintes à la laïcité qui se sont multipliées et qui se multiplient encore seront sanctionnées sévèrement. Et dans les écoles, je vous le dis, les professeurs seront véritablement protégés par les lois de la République de toute pression extérieure sur la pédagogie ou sur les programmes. Alors, mes chers compatriotes, réunir la France dans la justice, c'est aussi relever un immense défi. Pour réussir la transformation sociale et écologique qui fera de la France un exemple parmi les nations, nous le savons, nous devons engager toutes nos forces dans cette bataille. Le dérèglement climatique fait peser une menace mortelle sur l'humanité. La transition écologique doit figurer en tête des priorités pour un gouvernement de gauche. Pourquoi ? Parce que l'écologie est un humanisme, parce qu'elle suppose une politique de progrès pour tous, parce qu'il s'agit pour nous
de transformer nos modes de production en conjuguant le mouvement civique vers une plus grande sobriété, avec une action publique fondée sur la raison, sur la science, sur la technologie. Nous voulons maîtriser ensemble le redressement économique de la transition écologique en instaurant quoi? Une planification qui passera par une forte intervention publique. Mais nous devons aussi, c'est notre mission à nous, la gauche, intégrer au PIB un indicateur de bien-être, qui permettra d'évaluer les politiques publiques, de faire les choix budgétaires à l'aune de critères humains et écologiques. Et nous le savons, il faudra des investissements publics massifs dans la transformation de nos modes de production. Nous ferons le choix des énergies renouvelables. Il faudra déployer des outils puissants pour accompagner les travailleurs, les classes moyennes, les agriculteurs, les catégories populaires qui ne peuvent pas payer le prix fort de cette grande transformation. En un mot, mes chers amis, nous ne voulons pas juste l'écologie, nous voulons une écologie juste. C'est cette écologie qui engagera pour les classes moyennes et les catégories populaires la transition sociale vers un monde soutenable, décarboné, l'accompagnement financier vers des véhicules propres, l'équipement de tous les territoires de France. Et tu as commencé ici en Occitanie, chère Carole, de recharge et de bien d'autres mesures, notamment, je sais que tu es très investie sur l'hydrogène vert. C'est aussi ces mesures qui sortiront 12 millions de Français de la précarité énergétique par un tiers payant sur la rénovation thermique des logements. Nous nous situons ici dans la continuité du mouvement social-démocrate. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de maîtriser l'économie de marché pour la mettre au service des femmes et des hommes. C'est cela la social-démocratie. Et oui, mon projet, notre programme s'inscrit dans ce mouvement de social-démocratie européenne qui, partout où elle gouverne, relève ce défi comme aucune autre famille politique sur le continent. Et c'est main dans la main avec mes amis sociodémocrates que je porterai un nouvel élan pour notre Union européenne. Nous avons une force égale à nulle autre famille politique. Nous avons, nous, cette gauche républicaine, social-démocrate, écologiste que j'incarne, que nous incarnons ensemble. Nous avons des alliés partout et qui gouvernent désormais dans les plus grands pays. Alors oui, sachons-le. Un vent mauvais souffle sur le débat européen. Un souverainisme qui diffuse son poison chaque jour plus largement. Et à la veille de la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron tente de convaincre le pays qu'il serait le seul Européen sincère et que l'avenir de l'Union européenne, ce serait, on ne siffle pas, ce serait lui ou le chaos souverainiste. La présidence française ne peut se contenter d'assurer la continuité de la gestion des dossiers en cours. Elle doit donner une nouvelle impulsion à la construction européenne et elle ne dispose que de 3 mois utiles pour agir avant la campagne présidentielle. Je regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas, au nom de l'intérêt de la France et de l'Europe, demandé à décaler la présidence française. D'autant qu'il aurait pu la confier aux nouveaux dirigeants issus des urnes. La présidence française de l'Union européenne pendant l'élection présidentielle en France, rien de mieux pour impuissanter l'Europe au pire moment. Alors mes amis, j'ai pour l'Europe une autre vision.
Et dans les prochaines semaines, la France devrait avoir comme priorité de donner une nouvelle impulsion à cette construction européenne autour de sujets concrets qui répondent aux inquiétudes des Européens. Alors, avec mes partenaires, je commencerai par lancer une grande Union européenne de la santé autour de la sécurité sanitaire et des grandes priorités de santé publique. Nous tournerons la page du pacte de stabilité et des politiques d'austérité qui ont fracturé notre continent. Et nous construirons un agenda européen pour vivre mieux, un agenda social et écologique, défense de la dignité humaine, salaire et revenu minimum, lutte contre la pauvreté, droits des femmes, droit à l'avortement, mise en œuvre encore plus volontariste de ce qu'on appelle le Green Deal. Enfin, nous convoquerons, cher Éric et chère Nora, nous convoquerons une conférence européenne sur la sécurité de l'Europe et sa place dans le monde pour définir ensemble une stratégie commune et protéger les Européens. C'est cette Europe-là, c'est celle que les sociodémocrates bâtiront avec Olaf Scholz, avec Pedro Sanchez, avec Antonio Costa, qui tous m'ont apporté leur soutien, que nous ferons ensemble. Ils me l'ont dit. Et je vais vous faire une confidence. Ils n'attendent qu'une chose, que je sois la prochaine présidente de la République française. L'amitié et le soutien de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, ce n'est pas rien. Soyons-en fiers. Alors, mes amis, en Europe comme en France, nous, les sociodémocrates, nous voulons garantir partout l'avenir des générations futures. Alors oui, réunir la France dans la justice, c'est assurer un avenir à la jeunesse de France. En construisant cette Europe écologique, sociale, en apaisant la société par le dialogue, par la négociation, l'engagement, la participation des citoyens, c'est aussi le sens de la priorité que je donnerai à l'éducation. J'ai dit qu'il fallait revaloriser d'emblée les salaires des enseignants, et je n'ai pas changé d'avis. Sur nos professeurs repose l'avenir de notre jeunesse. Cette tâche est essentielle. Elle doit être rémunérée à sa juste valeur. Et là encore, c'est par la négociation que nous y arriverons et que nous le ferons. Je renforcerai aussi la formation des enseignants, ainsi que les moyens matériels et financiers de l'éducation nationale. L'école, le collège, le lycée comme l'université seront à nouveau le creuset de notre République. Cette désastreuse politique des dernières années a aggravé les inégalités au sein de l'école. On fuit l'école publique où la mixité sociale a été oubliée. On oppose les universités entre elles avec des pôles d'excellence contre des pôles, eux, sous-dotés. Le tout arbitré par quoi? Par des algorithmes de Parcoursup. Je supprimerai Parcoursup. Dès sa jeunesse, le peuple de France est divisé. Il faut donner au service public de l'éducation, à tous les niveaux, les moyens d'une grande ambition démocratique. Mieux former une jeunesse appelée à évoluer dans une société de la connaissance. Et l'école constitue le socle du beau et grand service public à la française, dont nous étions si fiers et qui distinguait notre pays. Alors d'Emmanuel Macron à Valérie Pécresse, c'est toujours la même rengaine.
Moins de services publics, moins de fonctionnaires, moins d'égalité, et toujours les mêmes qui trinquent. Alors réunir la France dans la justice, c'est renforcer le service public de l'école, de l'hôpital, c'est lutter contre les déserts de services publics. Réunir la France dans la justice, c'est assurer aux jeunes de bâtir leur avenir. Je le redis ici, j'ouvrirai le droit de vote à 16 ans. J'élargirai le service civique pour qu'il soit ce nouveau creuset de la nation, valorisant l'engagement des jeunes. Et il comptera dans leur formation, mais aussi dans leur diplôme. Je généraliserai les formations en alternance dans l'enseignement supérieur. Et mes amis, je veux vous l'annoncer ici aussi à Perpignan, je porterai, chère Valérie, tu l'as évoqué, un minimum jeunesse fondé sur 3 principes. Trois principes simples. Un droit ouvert à 18 ans. Un droit inconditionnel, un droit automatique. Ce droit sera ouvert sous certaines conditions de ressources, comme à 18 ans, comme dans 23 des 27 pays de l'Union européenne. Je veux mettre fin à une frontière inique et inefficace qui exclut une tranche d'âge de la solidarité nationale quand toutes les autres en bénéficient. 18 ans, au nom de la justice sociale et de l'égalité républicaine, 18 ans au nom de l'émancipation comme filet, comme tremplin pour que convergent ce désir d'autonomie, cette aspiration à l'indépendance. 18 ans au nom de la lutte contre la grande précarité. 18 ans au nom de la confiance que nous faisons à nos enfants, au nom d'un rapport renouvelé de la nation à sa jeunesse, pour la jeunesse de France, pour la jeunesse de France. Je demanderai à mon gouvernement de mettre à l'ordre du jour dès juillet 2022 une belle proposition, cette belle proposition qui a déjà été portée par nos députés et nos sénateurs. Chère Valérie, cher Patrick, merci à vous de l'avoir créée, cette proposition-là. Nous l'examinerons dès le début du quinquennat. Alors oui, nous créerons une dotation permettant à chaque jeune de France dès 18 ans d'avoir un capital pour financer ses projets et s'insérer plus facilement dans la vie. Ce capital minimum, nouveau droit, qui viendra compléter le salaire minimum, sera parmi les premiers textes de cette nouvelle législature et au départ, il sera de 5 000 € et il aura vocation à prendre de l'ampleur. Oui, mes amis, la grande mission de redressement, de justice et de réconciliation que je me fixe, présidente, je ne serai pas seule. Je crois à la responsabilité et au dialogue social. J'attacherai une importance essentielle à la discussion avec les élus locaux, les syndicats, les associations, tous les corps intermédiaires. Je mènerai à bien un nouvel acte ambitieux de décentralisation. Je tisserai avec le Parlement des liens étroits de consultation, de discussion et de critique aussi, bien sûr. Il faudra retisser le lien en plus entre le Parlement et les Français. J'organiserai avec vous, pour lutter contre le populisme, l'intervention permanente du peuple dans les décisions qui le concernent, par le biais du référendum, du tirage au sort
d'assemblées et de conventions citoyennes prévues dans la Constitution. Pourquoi? Parce que, mes amis, comme vous, je ne crois pas à la monarchie républicaine. Je crois à la République démocratique. Alors, Françaises et Français, mes chers compatriotes, voilà notre projet, voilà notre mission, voilà la tâche historique qui nous attend. Et elle est immense, elle est belle, elle est difficile, elle est enthousiasmante. Rien ne sera facile, rien ne sera offert, rien ne sera acquis sans épreuve. Cette élection, mes amis, c'est un combat pour la justice, un combat pour l'unité, un combat pour la liberté. Nous affrontons des forces redoutables, mais au bout de la route, il y a le redressement, il y a la justice et la réconciliation de notre pays avec lui-même. Je veux une France juste et réunie pour que les Français croient de nouveau à l'avenir, qu'ils retrouvent confiance dans leur pays, dans leurs dirigeants, dans leur République, qu'ils retrouvent confiance les uns dans les autres. Je veux que dans 5 ans, nous puissions nous dire: nous avons changé le pays, nous l'avons remis sur des rails, nous l'avons réconcilié. Oui, je veux une France juste et réunie, une France par tous et pour tous. Je vous appelle au travail et à l'espérance. Je vous appelle à l'engagement, au combat démocratique pour rendre à notre pays son unité et son espoir. Je vous appelle à vous tenir debout, la tête haute, parce que nous sommes la gauche républicaine qui agit. Nous serons fiers d'avoir fait le choix du courage pour offrir un avenir à nos enfants. Oui, nous serons fiers d'avoir fait le choix du courage, de l'espérance pour la France. Alors, vive la République et vive la France! La Marseillaise, donc, qui conclut ce premier grand discours d'Anne Hidalgo depuis son investiture par le Parti socialiste à la mi-octobre. La candidate socialiste à la peine dans les sondages, vous le savez, aucune dynamique de campagne depuis sa déclaration de candidature à la mi-septembre, a proposé de participer à la primaire de la gauche. Elle l'a proposé mercredi à tous les candidats de gauche. Évidemment, on le rappelle, chacun a répondu non, fin de non-recevoir. À quoi fallait-il s'attendre? Quelle devait être la teneur du discours d'Anne Hidalgo? Vous venez de l'écouter pendant 1 heure sur LCI. Le décryptage, l'analyse avec nous d'Arlette Chabot et de Julien Arnaud. Julien, c'était
un véritable discours de candidate. On pouvait peut-être en douter depuis son revirement spectaculaire de mercredi. Surpris, effectivement, et je dirais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a eu une candidate, Anne Hidalgo, qui était sur la scène, j'allais dire qui a tout donné. Voilà. Comme elle avait, c'était son va-tout pour la proposition de la primaire de la gauche, en quelque sorte, ben là, elle a tout donné sur scène. Elle y est allée, on a senti qu'elle parlait vraiment, je trouve, avec ses tripes. C'était une résonance différente des précédentes interventions de la candidate. Le slogan, on l'a vu, c'était « Réunir la France ». Un tacle direct à Emmanuel Macron, régulièrement tout au long de ce discours, le trop de mépris, le trop d'arrogance de cette présidence. Donc elle le nomme. Valérie Pécresse aussi est nommée à plusieurs reprises dans son discours. En revanche, silence radio sur Éric Zemmour qu'elle ne nommera jamais, même si on comprend quand elle parle de prophète de malheur ou de marchand de haine, c'est dirigé contre Éric Zemmour. Un mot sur l'extrême droite, et donc sur Marine Le Pen, mais sans jamais la citer non plus. Donc on voit vraiment son objectif pour Anne Hidalgo. Puis réunir la gauche, c'était, j'allais dire, le sous-texte de ce slogan. Réunir la France, et bien là on y va. On coche toutes les cases. Les 62 ans, la réforme, c'est le serment de Perpignan, ça parle à la gauche. La régularisation des sans-papiers, ça parle à la gauche. C'est Mitterrand, il en régularise, je regardais, 130 000 après 81, 80 000 pour Jospin en 97, ça parle à la gauche. Quand elle parle de l'école, ça parle à la gauche. Donc là, elle y va. Et puis à tous ses adversaires dont vous citiez le mot, c'était réveillez-vous. Ça a été ça, Anne Hidalgo. Elle leur a dit réveillez-vous. Et elle était énervée. Donc réveillez-vous à eux, réveillez-vous à elle aussi sur scène, réveillez-vous dans la salle. Maintenant, reste à savoir si ça a été efficace et si ça se traduira dans les sondages. Alors que l'hymne à la joie résonne maintenant du côté de Perpignan après la Marseillaise, il y a eu un côté un peu européen aussi dans le discours d'Anne Hidalgo, avec peut-être, si on peut le résumer, ses retours aux fondamentaux. Oui, je reprends le réveillez-vous, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle joue effectivement son va-tout, en quelque sorte, là, Anne Hidalgo. Il y a un message pour les socialistes, avec le rappel de ce grand parti, La République, qui a fait des réformes, la gauche républicaine, qui a défendu les travailleurs, toutes les transformations sociales, les transformations sociétales. Donc il y a un premier message en direction des socialistes. Soyez fiers de ce qu'on a fait, soyez fiers de notre histoire, on ne va pas nous rayer de la carte pour faire simple. Ensuite, il y a un appel évidemment à l'unité de la gauche qui, elle le dit depuis son appel effectivement à la primaire, risque de disparaître. Ne laissez pas le débat, dit-elle en gros, à la droite et à l'extrême droite. Donc elle maintient son appel, sa demande. Dès 5 minutes de discours, elle en a parlé. Ouais. Absolument, tout de suite. Elle le dit, c'est effectivement l'appel à ses partenaires pour organiser cette fameuse primaire. Il y a effectivement le sujet pour elle, la mobilisation de cette gauche est d'autant plus nécessaire qu'il y a la menace d'une extrême droite. Effectivement, elle ne cite jamais Éric Zemmour, elle ne cite jamais le Rassemblement national, mais on a bien compris qui est visé. On se souvient d'ailleurs que dans sa première émission, son intervention RTL, elle avait traité Éric Zemmour de guignol en dénonçant effectivement ses propos. Donc il y a tout qui est effectivement là. Elle propose un chemin ensuite. Le chemin, ce sont ces propositions qu'évoquait à l'instant Julien. On le connaît, la revalorisation des rémunérations pour évidemment les fonctionnaires, les retraites, très important. Elle a bien compris que la gauche là peut se différencier effectivement de la droite et du report de l'âge de départ à la retraite. Donc il y a tout. Voilà. Donc il y a une espèce de grand message, il y a une grande lettre envoyée par Anne Hidalgo à ses amis socialistes, à la gauche en général, et enfin aux Français. J'ajoute qu'elle ne néglige pas la sécurité non plus. Elle dit que c'est une priorité nationale, puisque ce sont les plus défavorisés qui souffrent de cette insécurité. L'immigration, évidemment, relancera le débat, mais elle est encore une fois sur les valeurs de gauche. Donc elle est valeur, mobilisation, réveil. Et effectivement, le ton est totalement différent de celui qu'elle a utilisé dans même sa réunion à Lille, où on la trouvait très en dessous. Donc là, je pense qu'effectivement, si on n'avait pas compris, mais nous, on l'avait compris, mais en tout cas, chez les socialistes et la gauche, c'est en gros, il y a le feu dans la maison. Et elle veut embarquer tout le monde, mais elle est dans la course, elle reste dans la course. C'est-à-dire, il y a une espèce d'appel à la raison, mobilisation, raison, nécessité. Sinon, c'est la disparition de la gauche, au moins de cette échéance électorale. Et c'est vrai que je pense que pas un seul électeur de gauche lucide peut imaginer qu'un de ces candidats peut emporter l'élection présidentielle. L'objectif aujourd'hui, c'est simplement de faire une candidature et qu'il y en ait au moins un
d'entre eux qui fassent un score convenable et qui permettent à la gauche, et notamment aux socialistes, de rester dans le débat. Avec donc cet appel lancé par Anne Hidalgo, réveillez-vous. Merci beaucoup. Merci pour cette analyse. Restez avec nous, bien évidemment. Nos programmes continuent sur LCI. Vous retrouvez tout de suite François Langlais. C'est l'heure de l'anglais des chiffres sur LCI. C'était votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. C'était votre programme avec la Banque Postale. Ho ho! Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Quand est-ce que vous passez chez... Sache! Plaisir brut, c'est non salé et plein de vitalité. Plaisir brut, ça fait du bien de craquer. Ben et Nuts. Faire son shopping en ligne sans NordVPN pourrait signifier partager sa carte bancaire avec tout le monde. Achetez en ligne en toute sécurité. Protégez vos données bancaires en profitant de l'offre spéciale NordVPN. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Nous sommes une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes les gaz renouvelables, l'énergie de tous les possibles. Doritos, trop fort en goût, trop fort en croustillant. Doritos, for the bold. Ce sapin balsamil imprègne votre intérieur de la somptueuse beauté de la nature. Les sapins balsamil sont confectionnés avec un savoir-faire artisanal qui vous enchantera pendant de longues années. Les ampoules accrochées-mains des sapins balsamil font scintiller vos célébrations de fin d'année. Les aiguilles True Needle de balsamil confèrent à ce sapin son réalisme saisissant. Balsamil vous propose un sapin à votre image. On vous gâte pour Noël. La livraison est offerte sur balsamil.fr. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Construisez votre figurine DC Comics et amusez-vous avec vos super-héros préférés en ce moment dans le Happy Meal. Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. Il est temps. Votre nouveau traîneau. Où sont les reines? Bienvenue dans le futur, monsieur. Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le comté? Mais non, il y en a pour tous les goûts. Du vieux, du jeune, du fruité, du doux, une pâte plus souple, une pâte plus ferme. Et il y en a encore plein d'autres. Le comté, nous faisons tout pour que vous l'aimiez. Comté, comté. Chez nous, on est peinards. On fait tout local. La viande, c'est chez Maïté. Les blacks, c'est chez Kim. Les légumes, chez Max. Tout est local. Enfin, peut-être pas notre gaz. Si, avec l'option Gaz Vert Plus dans votre contrat gaz, vous choisissez de 5 à 100% de gaz vert certifié produit en France. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Construisez votre figurine DC Comics et amusez-vous avec vos super-héros préférés en ce moment dans le Happy Meal. Pour moi, l'une des meilleures choses dans la vie, c'est d'évoluer à chaque instant. Nous découvrons des technologies fascinantes. Nous choisissons qui nous sommes et comment nous envisageons notre futur.
Et vous, comment sera le vôtre? Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nous anime. On peut gagner en confiance, gagner en patience, gagner avec classe, gagner avec aisance, gagner avec sa différence, gagner une nouvelle vie et gagner sa place. FDJ, c'est aussi une fondation qui agit pour l'insertion des plus fragiles. FDJ, et voir la France gagner. Faire son shopping en ligne sans NordVPN pourrait signifier partager sa carte bancaire avec tout le monde. Achetez en ligne en toute sécurité. Protégez vos données bancaires en profitant de l'offre spéciale NordVPN. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez? 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 Sache! Un super-héros ne craint ni les coups de mou, ni les coups de froid. Découvrez le nouveau Bion 3 Vitalité. Une formule unique qui associe des souches microbiotiques, des vitamines et des minéraux pour un double pouvoir. Soutenir vos défenses immunitaires et nourrir votre énergie pour la journée. Nouveau Bion 3 Vitalité, le double pouvoir, défense immunitaire et énergie. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'anglais des chiffres qui revient ce dimanche-ci. Comme chaque dimanche, nous allons commenter l'actualité et tâcher de faire le tri entre ce qui va rester et ce qui va s'en aller. Et pour ce faire, notre invité est aujourd'hui Thierry Pêche. Thierry Pêche, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'un think tank réputé qui s'appelle Terra Nova, qui est plutôt classé à gauche. Vous avez été auparavant éditeur, patron des prestigieuses éditions du Seuil, directeur de magazines économiques, Alternatives économiques. Vous avez également été à la CFDT. Et vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier, il est assez récent, il date de quelques semaines. Il s'appelle « Le Parlement citoyen ». Au Seuil, justement, il relate votre expérience en responsabilité de cette fameuse convention citoyenne sur le climat. C'était il y a 18 mois. Et donc nous allons parcourir ensemble l'actualité. Aujourd'hui, bien sûr, c'était le référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, le 3e du genre, scrutin particulier que les partisans de l'indépendance avaient décidé de boycotter et dont on connaît maintenant les résultats massifs. C'est un non à l'indépendance. C'est Bastien Auger qui nous raconte ce référendum et ses prolégomènes. Ça y est. Il reste donc français. Ces Calédoniens se sont battus contre l'indépendance et une nouvelle fois, ils ont gagné. Je suis fière de rester française. Ça fait la 3e fois qu'on vote. Et le non, toujours, et gagne. Alors je dis, tant mieux. Cette victoire du non est tout sauf une surprise puisque les indépendantistes boycottaient ce scrutin. Résultat, le taux de participation est en chute libre par rapport au précédent référendum. Lors de cette journée de vote sous très haute sécurité, la Nouvelle-Calédonie était scindée en deux. D'un côté, des bureaux pleins à craquer et d'autres désertés par les électeurs. Pas comme d'habitude, comme les autres votes d'avant. Il y avait la queue, mais là, je vois qu'il n'y a personne. Absents des isoloirs, ces jeunes ont suivi le mot d'ordre des partis indépendantistes. Boycotter ce scrutin pour en dénoncer la date, juste après une vague de Covid. C'est pas trop le moment, parce qu'on est en deuil. Ils auraient pu quand même un peu écouter le peuple d'abord. Il fallait reporter pour l'année prochaine. Non, on va toujours soutenir l'indépendance.
Dans ce contexte, pour ceux qui sont venus voter, ce troisième et dernier référendum avait une drôle de saveur. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Mais bon, pour moi, ça reste du gâchis. Donc à un moment, il faut qu'on se retrouve tous et qu'on avance. Ouais. Des discussions doivent maintenant s'ouvrir pour redéfinir le statut précis de la Nouvelle-Calédonie. Dans la France donc, une nouvelle consultation est prévue d'ici juin 2023. Tout à l'heure, à 13h, le président Macron a commenté les résultats de ce référendum. On l'écoute. Nous aurons à construire une place pour la Nouvelle-Calédonie dans cette région de l'Indo-Pacifique en pleine recomposition et soumise à de fortes tensions. Ce nouveau projet, vous le voyez, est ô combien ambitieux et nous le construirons ensemble, notamment avec tous ceux qui, en Nouvelle-Calédonie, ont moins de 30 ans et n'ont connu que l'accord de Nouméa. Comment régler la question sans la régler vraiment ? Au fond, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? De quoi ça témoigne ? Comment voyez-vous les choses, vous qui êtes un observateur attentif de ces questions politiques ? C'était le 3e référendum, tenu à la demande des indépendantistes. Ils ont décidé de ne pas y participer pour des raisons de contexte sanitaire, mais peut-être aussi pour des raisons politiques. Tactique. Mais enfin, il n'y en aura pas de 4e sur cette question qui était indépendance ou pas. Donc désormais, le destin de la Nouvelle-Calédonie est dans la République. Mais tout reste à construire. Comment dans la République ? Avec quel degré d'autonomie ? Avec quelle délégation de souveraineté ? Et surtout, comment on va faire cohabiter les différentes composantes de la population calédonienne ? Parce que le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'arriver à faire cohabiter ensemble des gens qui, pendant des années, se sont un peu tourné le dos et même, il y a maintenant 30 ans, se sont battus ensemble. On était dans une situation de quasi-guerre civile. Et donc, on est un peu au point de départ. La seule chose qui est actée désormais, c'est que ce sera dans la République. Mais dans la République, il y a 1000 façons de faire encore. Et je crois que les difficultés vont recommencer et qu'on va être un peu à l'heure de vérité. On va devoir écrire noir sur blanc des choses qui ne seront plus temporaires pour 20 ans, pour 30 ans, comme on l'avait fait avec les accords de Matignon, puis avec les accords de Nouméa, mais qui seront définitives, si toutefois quelque institution que ce soit en ce bas monde puisse dire qu'elle est définitive. Mais est-ce qu'on a avancé quand même pendant ces 30 ans ? Parce que quand je vous entends dire finalement la question c'est la cohabitation entre les communautés, elle se posait, alors dans des termes probablement plus vifs, plus aigus et même dramatiques, mais elle se posait il y a 30 ans littéralement comme aujourd'hui. Oui, mais en même temps, 30 ans, il y a de l'eau qui passe sous les ponts, il y a de nouvelles générations qui arrivent. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui est plus urbanisée. Elle est un peu plus riche aussi. Oui. L'effort de développement qui a été fait en Nouvelle-Calédonie a porté ses fruits. C'est sans doute le territoire d'outre-mer où la situation économique est la moins mauvaise. Je ne dirais pas qu'elle est bonne, mais elle est la moins mauvaise. Des investissements ont été faits dans le nickel, qui est une grosse partie de l'économie insulaire. Alors même si les mines nécessiteront de nouveaux investissements, les 3 mines, dont celle du Nord, celle de Nouméa et la 3e. Mais enfin, ça va un petit peu mieux qu'il y a 30 ans. Pas totalement mieux, c'est sûr, mais ça va un petit peu mieux qu'il y a 30 ans. Et on peut espérer que les populations les plus jeunes, qu'a cité le président de la République, qui sont nombreuses sur l'île, aspirent à un destin plus pacifique et harmonieux entre les différentes composantes de la population calédonienne. Les Kanaks sont une partie, bien sûr, un peu moins de 50%, mais il y a aussi, bien sûr, des Européens, et puis il y a les Wallisiens et Futuniens qui sont devenus assez nombreux. Tous ces gens ont un accès au scrutin, au droit de vote qui est inégal, puisqu'on avait figé le corps électoral en 1998 en disant, bon, écoutez, on va s'adresser aux populations intéressées, comme disait le juge constitutionnel, c'est-à-dire pas celles qui sont arrivées il y a 6 mois et qui repartiront peut-être dans 1 an parce qu'elles sont sur un poste de fonction publique, etc., mais celles qui sont durablement installées en Nouvelle-Calédonie, on disait 20 ans à l'époque. Donc vous avez des gens en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qui n'ont pas voté aux consultations référendaires et aux élections locales depuis 23 ans. Il est temps peut-être de leur donner la parole, même s'il faut bien sûr s'adresser à ceux qui, ont décidé de passer leur vie dans ce territoire et d'y fonder une famille et de s'y enraciner. Cette semaine, c'était aussi une semaine très politique, bien sûr. On a vu la déclaration officielle, si je puis dire, de 2 candidatures qui étaient dans le paysage depuis un moment, celle d'Éric Zemmour, mardi dernier, et puis le résultat de la primaire, bien sûr, de droite, avec l'émergence de Valérie Pécresse. Je vous propose d'entendre les déclarations de la candidate LR. C'était il y a quelques jours. Mes amis, il y a quelques semaines, on nous disait enterré, divisé, perdu.
Mais nous sommes de retour en ordre de bataille pour la victoire et les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous. La droite de retour. Bon, on s'attendait, au fond, depuis plusieurs années à une redite de l'affrontement Le Pen-Macron qu'on a connu en 2017. Les sondages, avec ce que ça vaut, semblent montrer qu'un autre scénario est possible. Oui, un autre scénario est possible. Il l'a toujours été. On s'était mis en tête. Quand on est loin de l'élection, les choses paraissent écrites d'avance, simples, etc. Et plus on s'en approche, plus les gens réfléchissent, écoutent et affinent leur choix. Beaucoup de Français feront leur choix dans les 3 dernières semaines, vous savez. Oui. Donc, bien des scénarios sont encore possibles. Rien n'est écrit. Mais ce qui s'est passé cette semaine est décisif pour faire démarrer la campagne. Parce qu'on était dans une situation un peu étrange, où finalement on avait l'impression d'être dans un perpétuel lever de rideau. L'offre politique n'était pas stabilisée. C'est vrai. Bon. Et là, maintenant, elle l'est un peu plus. Et on sait qui représentera les Républicains, on sait qui représente bien sûr le Rassemblement national. On voit bien que Zemmour essaye de travailler là, les contradictions à l'interstice des deux formations, entre une droite nationale identitaire et une droite de gouvernement plus classique, plus républicaine. Donc, on voit un peu plus clairement l'offre. Et donc, chacun va pouvoir déterminer un peu mieux son choix. Maintenant, vous savez, les sondages en sortie de primaire ou d'exercice de qualification, des très bons sondages, Benoît Hamon en avait eu, d'autres avant lui. La vertu de ces systèmes de qualification, de ces épreuves de qualification, de ces primaires, c'est aussi de donner beaucoup de visibilité. C'est une rampe de lancement. Bien sûr, c'est une formidable exposition. Je crois que si on additionne les 3 émissions qui ont été consacrées au débat, bon, c'est quelque chose comme 6 ou 7 heures d'exposition publique. Donc, c'est très bien. Il faut montrer aux Français quelle est l'offre politique. Mais bon, bien sûr, là, on est dans le meilleur moment, je dirais, de cette épreuve de qualification. Blanc, au fond. Une présidentielle, c'est des épreuves de personnalité et des épreuves de crédibilité. Voilà. Il y en a encore beaucoup. Ça, ce sont les premières haies qui ont été franchies par Valérie Pécresse. La question qui va se poser à elle très rapidement, c'est bien sûr de répondre sur son programme, qui a beaucoup de points communs avec celui de Fillon en 2017, mais ça va être aussi de montrer qu'elle est capable d'attirer l'attention et l'intérêt d'un public qui ne ressemble pas forcément au public traditionnel des Républicains, qui est un public, un électorat assez âgé, assez bourgeois. Est-ce que Valérie Pécresse peut trouver de l'audience dans les classes populaires, trouver de l'audience chez les actifs, un peu dans le milieu de la carrière, et bien sûr chez les jeunes? Ça, ce sont des défis. Ça fait bien longtemps que les Républicains n'ont pas montré une telle audience, prouvé qu'ils étaient capables d'entraîner la société au-delà de leur, je dirais, de leur sphère d'influence habituelle dans la société. Thierry Pech, ce qui est frappant à la lecture de ces sondages, c'est le poids relatif de la droite. Alors, dans ces différentes versions, la droite extrême, qu'elle soit représentée par Le Pen ou par Zemmour, la droite dite traditionnelle, donc avec Pécresse. On parlera de la gauche dans un instant, mais au fond, cette droite-là, pourquoi est-elle aujourd'hui aussi influente ? À supposer qu'on puisse en faire un tout cohérent, bien sûr. Moi, je suis assez sceptique sur ces jugements de droitisation. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre pour ça une enquête qui a été réalisée par un think tank concurrent du mien, qui est plutôt de droite, la Fondation pour l'innovation politique. Ils ont demandé à un large panel de Français de répondre au jeu de l'autopositionnement. Vous savez, l'autopositionnement, c'est très simple. 0, c'est très à gauche, 10, c'est très à droite. Où vous situez-vous entre 0 et 10 ? Et ils arrivent à la conclusion que 34% des interrogés se classent à droite, alors que 20% des interrogés se classent à gauche. C'est un écart historiquement élevé. Il y a 37% à droite contre 20% à gauche. C'est historiquement élevé. En même temps, il ne vous a pas échappé que 37 plus 20, ça fait 57. Il nous en manque 43. Le premier parti de France, c'est 43%. C'est qui ? C'est 18% au centre, et c'est tout le reste qui refuse de répondre à la question posée dans ces termes-là. Des gens qui vous disent « Moi, je ne suis pas de gauche ou de droite, je ne vois pas les choses comme ça, je refuse de répondre ». Cet électorat-là, il a fait en partie la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. Il existe, personne ne le commente, mais il est très important. Alors évidemment, dans cet électorat, il y a aussi des gens qui sont loin de la politique, qui sont loin du vote.
Est-ce qu'ils vont venir participer? C'est un des paris de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, de dire si j'arrive à faire participer les gens qui habituellement ne participent pas au vote, j'ai une chance. J'ai envie de vous dire, prenons en considération tous ces Français qu'aujourd'hui on ne regarde pas parce qu'on est polarisé sur ce qu'on sait définir, c'est-à-dire la droite et la gauche. C'est l'effet lampadaire, quoi. Il y a un effet lampadaire, il n'y a pas que ça naturellement, parce qu'on voit bien que si on regarde la question que vous posez du point de vue des thématiques, il y a un certain nombre de thématiques qui n'ont cessé de se renforcer, y compris d'ailleurs dans les familles de gauche, sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Donc il y a bien quelque chose qui ressemble à une victoire culturelle de la droite sur bien des sujets. Bon, mais il y a aussi des questions d'environnement, il y a aussi les questions européennes, il y a d'inégalité, bien sûr. Quand les Français vous disent notre première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Oui. Est-ce que c'est une question de droite ou de gauche? Ça peut être une question de droite si ce qu'ils ont dans la tête, c'est il y a trop d'impôts, trop de cotisations, etc. Et certains le disent. Mais s'ils considèrent que leur salaire est insuffisamment élevé, que leurs employeurs ne les traitent et ne les considèrent pas correctement, alors là, ça devient plus une question de gauche. Vous voyez, les choses ne sont pas encore complètement stabilisées. Cette semaine, c'était aussi la tentative d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, pour fondre justement sa candidature dans une initiative commune à toute la gauche. L'explication tactique, je dirais, c'est quand même l'échec, semble-t-il, de son démarrage en campagne. Comment vous expliquez justement cette faiblesse de la gauche traditionnelle, le Parti socialiste? Je pense que la désunion se paye très cher. Une désunion qui est assez inexplicable quand on entend